is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 49. Il y a quelques jours, en compagnie de notre experte et partenaire Nadia Barou, nous vous avions présenté les nouvelles stratégies pour immigrer au Québec. Souvenez-vous, le Canada a changé la règle qui voulait que lorsqu'un couple parte au Québec, s'il y en avait un des deux qui reprenait ses études, l'autre se voyait automatiquement proposer un permis de travail ouvert. C'était la stratégie maîtresse, pas la seule, mais de loin la plus utilisée par les familles. Nadia nous expliquait que désormais, le mieux était que les deux membres du couple s'engagent dans une reprise d'études. Et que, même si cela pouvait s'avérer être une complexité ou quelque chose d'a priori plus délicat à appréhender, en fait, ça pouvait être une sacrée bonne nouvelle pour lancer votre projet de nouvelle vie au Québec. Mais forcément, reste que ça pose quelques questions, des questions administratives, des questions logistiques, des questions financières. Alors en vrai, c'est comment ça donc qu'on fait. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Pourquoi faut qu'on repart du passé? C'était le bon temps. Oui, c'est vrai que c'était le bon temps. C'était un tantinet plus simple. Bon, mais en même temps, est-ce qu'on aime la simplicité? Si, on aime quand même la simplicité, mais est-ce qu'on est flexible et agile? Oui. Et est-ce qu'on connaît la complexité de l'immigration et qu'elle bouge tout le temps? Oui aussi. Donc on est prêt en tout cas, et tu l'as dit, je pense qu'on est super bien encadré avec Nadia qui est avocate et qui est super toujours optimiste et puis surtout très professionnelle. Donc écoute, oui, si on aime quand même la simplicité, puis quand c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, facile, oui, mais on a les ressources qu'il faut, en tout cas, je pense, et je suis convaincue, en tout cas, pour accompagner quoi qu'il arrive en immigration. Donc Ça c'est sûr. Mais quand je disais est-ce qu'on aime la simplicité, c'est en fait quelqu'un qui aime la simplicité, est-ce qu'il décide à un moment donné de remettre sa vie sur la table et d'aller dire je vais la faire ailleurs. Forcément, quand on est prêt à faire une telle démarche, à se lancer dedans, je dis pas qu'on aime la complexité, mais en tout cas, on est prêt à être un petit peu plus agile. Bon, là, c'est vrai que celle-ci, on l'avait pas forcément vu venir, hein. Je me souviens très bien quand elle nous est tombée dessus avec Nadia. Je l'avais raconté dans le podcast. En fait, on a enregistré l'épisode un lundi matin, elle et moi, et à midi, en fait, elle disait bip, on va pas pouvoir le diffuser, tout a changé. Voilà, ouais. Personne ne l'avait vu venir. Bon, voilà. Ceci dit, tu le disais, c'est ça qui est super avec Nadia. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et la solution, elle l'a trouvée direct, mais cette solution, elle pose des questions. C'est ce que je disais, des questions administratives, des questions logistiques et aussi des questions financières. Commençons par l'aspect administratif, si tu veux bien. Il va quand même falloir trouver désormais 2 formations plutôt qu'une. C'est pas 2 fois plus compliqué cette histoire ? Non, c'est pas plus compliqué. Là aussi, c'est une question de savoir être agile, s'adapter à ce qu'on a, les cartes qu'on a. Moi, j'aime l'idée de me dire, on a ces cartes-là, quel jeu on joue. Donc, administrativement, non, il faut effectivement, et ce que Nadia expliquait, il faut déjà un porteur du projet qui reste le même. Ça n'a pas changé. Il y a même eu des petits assouplissements plutôt en la faveur de celui qui est porteur du projet avec une formation
au moins de 1800 heures pour une formation pro ou 3 ans avec le DEC ou universitaire. Donc ça n'a pas changé, c'est pas compliqué. Après, il faut juste se dire, ok, le deuxième, faut qu'il trouve une formation. On va déjà chercher à côté, dans le centre, là où le premier a choisi sa formation parce que ça fait du sens pour lui. Quelle autre formation on pourrait trouver au sein de ce centre qui pourrait faire du sens au deuxième? Et cette formation, il faut qu'elle soit plus courte. Plus courte, quand je dis plus courte, c'est au moins de 900 heures. Mais 900 heures, ça fait 9 mois. Mais une formation de 9, 10 mois, 11 mois, il y en a, tous les centres proposent des formations. Donc regardez déjà au sein de ce centre s'il y a une formation plus courte qui pourrait intéresser le second adulte de la famille. Ça, c'est la première chose. Si on ne trouve pas, eh bien, regardons sur les centres qui sont les plus proches s'il n'y a pas de formation qui pourrait là aussi être courte et intéresser dans un périmètre raisonnable. Donc ça peut être sur le centre de formation, mais ça pourrait être aussi au sein d'un cégep pour aller chercher ce qu'on appelle une AEC, une attestation d'études collégiales, qui pourrait être aussi sur des formations courtes de 10 mois, 11 mois. Et là aussi, voilà, ça sera peut-être dans un centre différent l'un et l'autre, mais c'est possible très techniquement, quoi. Il n'y a pas de chose impossible par rapport à ça. Techniquement possible, mais je me fais l'avocat du diable. Oui. Je sais que toi, tu aimes particulièrement, tu prônes en tout cas l'installation en région. Oui. Cette difficulté supplémentaire de devoir trouver 2 formations dans un périmètre géographique identique ou très proche, est-ce que de facto, ça amène pas les gens à plutôt aller cibler Montréal ou Québec, où on pourrait se dire, en tout cas comme ça, que l'offre va être plus grande, et du coup de délaisser un petit peu toutes les régions que notamment toi tu défends et dont les partenaires sont très présents au sein d'Objectif Québec et qui font aussi la richesse du pays. Oui, tu as raison. C'est l'instinct premier. Si on se dit, on va à Québec ou à Montréal, effectivement, parce qu'il va y avoir 5, 6 centres. Forcément, si je trouve pas là, effectivement. Mais l'idée, c'est d'essayer de coordonner les deux. C'est de plus voir ça comme un projet simple sur une seule personne, mais se dire, on redécoupe toujours le projet. C'est quoi ma priorité, hein? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que on redécoupe ça? Et puis après, on trouve. Il n'y a pas de solution qu'on n'a pas trouvée, par exemple, cette année avec toutes les familles qu'on a accompagnées. C'est-à-dire que, et là, à l'inverse, comme la réforme est tombée en plein milieu d'année, le premier avait déjà sa formation. Donc, il a fallu qu'on trouve le deuxième, forcément, pas dans le contexte que tu évoques, de se dire, forcément, on va aller chercher à Québec et Montréal. Non, il y en a qui étaient déjà au Lac-Saint-Jean, Saguenay, en région. Il y a quand même des cégeps un peu partout pour les AEC. Il y a quand même des centres de formation qui, en région, développent énormément de formations, des fois même un peu plus. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de problématique à trouver une formation qui serait cohérente, en tout cas. Donc, moi, j'ai aussi à dire que dans le second qui va trouver sa formation, ça peut être une formation, oui, pour aller développer de nouvelles compétences complètement nouvelles, ça peut être des compétences qui viennent renforcer ce qu'il faisait, mais ça peut être aussi des formations que j'appelle plaisir. Quand je dis plaisir, c'est que moi j'ai déjà eu l'exemple, je le prends toujours. On avait un ingénieur, lui qui avait pas le goût, il en avait un peu marre des études et il voulait pas retourner en cursus universitaire. Et puis partir sur des formations un petit peu pratico-pratiques pour apprendre juste pour apprendre, ça le tentait pas non plus, ce que je peux comprendre. Et on a regardé tout son profil, on a cherché, puis en fait, il était passionné de photographie. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais pas un DEP photo? Et il a adoré l'idée parce qu'il me dit, mais c'est génial, parce que moi, je suis passionné, mais j'adorerais être un petit peu plus perfectionné, puis aller chercher un diplôme là-dedans, même si peut-être j'en ferai pas mon métier, c'est presque sûr. Mais il a choisi une formation plaisir. Donc, tu sais, il faut que ça fasse son chemin, il faut avancer, mais il y a quand même plein de choses à faire, même en région, sur plein de formations plus courtes ou des AEC dans les cégeps. Je retiens 2 choses de ce que tu as dit sur cette première partie administrative. Enfin, je retiens plus, te fâche pas. Mais il y en a 2 sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est que la réforme, elle est tombée en pleine année. Elle n'était pas prévue. Et pourtant,
des solutions ont été trouvées pour tout le monde. Oui. Juste pour vous dire que si vous venez de commencer votre projet, que vous avez regardé et vous dites « Oh là là, ça devient vachement plus compliqué », regardez, là, on s'y attendait pas et c'est visiblement pas si compliqué que ça, puisqu'en tout cas, des solutions ont pu être trouvées. C'est moins. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est moins compliqué là que pour ceux qui étaient cette année. Oui, clairement. C'est ce que tu dis. Il y en a qui avaient vendu leur maison, qui avaient déjà prévenu qu'ils partaient, qui avaient déjà trouvé un logement. Là, c'était un petit peu au pied du mur. Fallait qu'ils prennent une décision rapide. Là, les prochains, ça va être une décision en connaissance de cause. C'est-à-dire, on va valider encore un petit peu plus les choses, mais est-ce que t'as le goût de faire des efforts? Est-ce que financièrement ça va? On va valider les choses, mais si t'as pas le goût ou s'il faut attendre, attends ou reporte ou je sais pas. Mais là, c'est en connaissance de cause, donc c'est moins grave quand même. Clairement. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est toujours sur la différence qu'il existe entre la France, que vous connaissez tous très bien, et le Québec. Le Québec est beaucoup moins centralisé que peut l'être la France. Donc c'est vrai que nous on se dit oh là, si on doit avoir beaucoup de choix, en gros faut aller à Paris. Donc on transpose ça et on va se dire s'il faut beaucoup de choix, on va rester sur les deux grandes métropoles, Montréal et Québec. Et non, c'est pas vrai. Les villes de province, les villes des régions au Québec, elles ont une réelle attractivité économique, une réelle attractivité pour la vie étudiante et tout ça et tout. Et voilà, ne vous dites pas que parce que il y a peut-être quelque chose qui vous plaît effectivement au Saguenay par exemple, vous trouverez pas la deuxième formation. Évidemment que vous la trouverez, vous verrez, il n'y a pas du tout cette centralisation qu'on connaît là-bas, c'est très 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 différent. Oui, et puis le travail qui peut être fait après sur justement le conjoint qui fait une plus petite formation, souvent le réseau et puis le fait d'accompagner les personnes sur le territoire vers un emploi, il est des fois plus de proximité encore en région. Donc les chances sont bel et bien là en région, bien sûr. Oui, vraiment. L'aspect logistique, c'est le deuxième point que je voulais voir avec toi. Quand j'en parle d'aspect logistique, je pense à la gestion des enfants, l'accompagnement parascolaire, aussi l'application dans la vie communautaire qui est assez importante quand on veut s'adapter, s'intégrer au Québec. On va le voir, la reprise d'études, s'accompagne le plus souvent d'un boulot à temps partiel. Ce qui, mine de rien, nous fait des grosses journées et accessoirement aussi un salaire à temps partiel, on le verra après. Mais ça fait des grosses journées. Comment est-ce que logistiquement on arrive à faire rentrer tout ça, sachant que là on n'a plus l'un des deux qui peut éventuellement compenser. Les deux sont impliqués dans cette double vie, j'allais dire. Oui, ça c'est à prendre en compte aussi, sa capacité à s'adapter, à être flexible et puis à serrer un petit peu les dents, je le dis toujours. C'est pour ça que j'insiste sur le conjoint qui prenne une formation courte. J'insiste vraiment. Pourquoi ? Parce que une formation qui dure 9-10 mois, on s'entend que on serre les dents pendant 9-10 mois, c'est pas non plus catastrophique, d'accord ? On peut tous se mettre à faire une formation pendant 10 mois et il faut que le conjoint, en fait, il faut que les deux aient des objectifs différents. Le premier, qui va être le porteur du projet avec ses 1800 heures ou son DEC ou son parcours universitaire, peu importe, c'est le porteur du projet. Il faut qu'il ait en lui ce pourquoi il est venu, l'envie d'aller choisir, finir sa diplomation, avoir son diplôme, être le porteur du projet pour aller lancer sa famille sur une résidence permanente. Ça, c'est son objectif à lui, principal. Il faut qu'il réussisse ça. L'objectif du second, c'est de prendre une stratégie parce qu'il faut en prendre une, mais l'objectif du second, c'est d'aller chercher l'emploi. C'est-à-dire, je vais, pour pas rentrer en tant que simple visiteur et ne rien faire, je vais aller chercher une formation courte, oui, diplômante, évidemment, mais la formation courte pour aller chercher un emploi. Donc, ça veut dire que les 24 heures que je vais utiliser à côté de ma formation, faut que je les mette là, pour le coup, pour lui, en plein potentiel. C'est-à-dire, il faut que je montre ce que je suis capable de faire vraiment, parce que dans 8-9 mois, je veux qu'on m'embauche. Ça, c'est l'objectif. Il faut que je commence 1 mois, 2 mois, ça va très bien. J'adore l'entreprise, je reste, je montre ce que je suis capable de faire. Et là, je vais pouvoir commencer à discuter parce qu'il y a de grandes chances que l'employeur qui va m'avoir vu travailler va se dire « Wow, mais oui, on veut le garder, on veut pas qu'il parte. Faites-moi un permis de travail fermé. » On va solidifier, cadenasser les choses le temps que le permis soit lancé.
eh bien, il va rester 3-4 mois de formation. On finit, on va pouvoir être tranquille, même si on a un post-diplôme, on va pouvoir switcher avec son permis de travail fermé. Il faut que ça soit l'objectif du second, ça. Aller chercher l'emploi pendant que l'autre finit bien sa formation. Donc pratiquement, oui, côté pratique, c'est pas simple que les deux soient en formation, mais c'est pas simple quand les deux travaillent non plus. Hein, y a rien de simple. Hein, c'est la même chose. Hein. Aller en formation, c'est travailler. Bon là, tu travailles un petit peu à côté pour aller chercher de l'argent. Ok, mais oui, il y aura toujours les enfants à gérer à côté. Il y a toujours oui, mais c'est pas impossible, mais pendant 9 mois, faut relativiser les choses et puis se dire bon bah écoute, on sait que la première année, il faut serrer un peu les dents et puis il faut qu'on passe par là. C'est quoi 10 mois dans une vie quand on veut, non mais c'est quoi 10 mois dans un rêve ou dans un projet de vie quand on veut réaliser? On serre les dents, mais non, mais chacun a son objectif, chacun est concentré. Oui, bah, s'il y a des enfants à la garderie, c'est un peu plus compliqué. S'il y a des enfants en bas âge, c'est encore un peu plus compliqué. Hein. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, on revient toujours à est-ce que je suis agile, flexible, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, est-ce que je suis engagé à travailler très fort. Mais en fait, en faisant ça, c'est ce qu'ils cherchent aussi, hein, inconsciemment, mais à serrer, puis prendre que les personnes qui vont être capables de travailler fort sur leur projet, puis donc de s'investir un peu plus que la moyenne. C'est tout. Hein. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais. On a vu administratif, on a vu l'aspect logistique. Le dernier point, mais pas le moindre, la thune, les pépettes, les brousoufs, bref, l'argent. Parce que qui dit travail à temps partiel dit aussi salaire partiel. Et comme disait Coluche, c'est pas que la différence soit énorme, c'est qu'on est 5 sur la différence. En vrai, quelle solution s'offre à nous ? Les solutions, c'est qu'il vaut mieux prendre son temps avant de partir, mettre de l'argent de côté. Si on n'a pas sûr, il vaut mieux partir avec 40-50 000, d'accord, et plus, que de venir en disant on n'a que 15 000. Forcément, même moi, je vais vous mettre en garde de dire attention, ça va être plus compliqué. Là, on a le choix. Il est jamais, je l'ai dit et je l'ai redit nombreuses fois sur le podcast, il vaut mieux attendre une année de plus en France à mettre de l'argent de côté et partir dans de bonnes conditions que de vouloir partir trop vite 10 mois trop tôt. Ça ne sert à rien. D'accord ? On n'est jamais trop vieux pour aller au Québec. Il n'y a pas d'âge. Donc, la partie financière, c'est déjà avoir de l'argent avant de partir. D'accord ? Il faut un minimum. Il faut quelque chose. On va dépenser de l'argent avant de partir au Québec sur le territoire français pour toute sa préparation, parce qu'il y a plein de choses qu'on va commencer à faire de la France. On va dépenser de l'argent la première année. C'est sûr. Vous allez arriver, il faut acheter des lits pour les enfants, il faut acheter un frigo, une machine à laver, il faut acheter les vêtements d'hiver. Donc, la première année, vous allez dépenser de l'argent aussi. Bon, eh bien, il faut le quantifier. Faut faire ses calculs et se dire, voilà, pour les 2 ans qui arrivent, préparation en France et première année, combien il nous faut. Ensuite, calculer. On peut travailler chacun 24 heures. Déjà, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que celui qui se concentre sur sa, entre guillemets, formation principale, je sais pas, je prends un exemple, c'est un peu classique, mais c'est maman, il y a 2 enfants à la maison, en bas âge. Est-ce que maman qui va en formation et qui a des enfants en bas âge va réellement trouver le temps d'avoir 24 heures à travailler à côté ? Pas sûr. Hein, peut-être qu'elle en fera que 15. Ok. Le second qui sera sur la formation la plus courte, puisque c'est un peu son objectif, lui, il faut qu'il s'attelle à faire ses 24 heures. Donc, allez, on part avec quoi ? Avec 35, 40 heures ? Ok. Donc, on va quand même avec un peu plus qu'un salaire quand même par semaine. Allez, on part sur un $16 de l'heure quand on arrive, hein, au minimum. Ça va être un peu ça qui va faire quand vous allez arriver. Faites vos calculs. C'est-à-dire qu'on prend ce cheminement-là, on se dit, ok, il y a ça, sachant que pendant les mois d'été, je peux travailler à plein temps quand même. Donc, on peut quand même aussi le lisser et le compter. Ok, ça nous fait ça. Combien il nous faudrait pour vivre sans que ça soit un truc de malade où on est quand même à souffrir. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il manque 300 euros, je parle en euros, 400, 500 euros, ça dépend. Hein. Il y en a qui vivent avec peu, puis il y en a, il leur faut beaucoup.
Mais là aussi, c'est pas grave. Prenez le problème à l'envers. Si vous vous dites, OK, la première année, si toi, tu travailles que 15 heures ou 10 heures et puis moi, 24, en moyenne, ça fait tant, OK. Ah ouais, il nous faudrait 500 € par mois, 700, 800 $ ou 1000 $ pour que ça couvre, je sais pas, un bout du loyer. OK. Eh bien, alors, investissez. C'est pour ça que je vous dis une condition de leader, une attitude de leader, c'est quoi? Notre capital, il est là. Bon, peut-être que la première année, il va falloir qu'on prenne 10 000 sur notre capital. Ça s'appelle un investissement. On prend 10 000 pour pas souffrir tous les mois pendant la première année, puis après, on aura réussi notre projet. Ça fait partie du projet. Un chef d'entreprise, un leader, va pas voir ça comme un obstacle. Il va faire ses calculs, puis il va dire, d'accord, bon, la première année, on travaille de France, il y a les billets d'avion, il y a ci, il y a ça, il y a 10 000. OK. La première année au Québec, il y a plein de dépenses, il y a tout un tas de trucs, il y a encore 10 ou 15 000. OK. Bon, là, maintenant, il y a cette stratégie-là. Mais pour bien vivre, il nous faudrait 10 000. OK. Tu viens de faire ton calcul. Combien il te faut? Il me faut 25, 30 000, 35 000. Bon, voilà. Ça s'appelle ton investissement sur ton projet de vie. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas, oh là là, ça coûte cher ou ça va être difficile. Non. Fais-le à l'envers. Fais-le comme un vrai leader. Et prenez bien en compte effectivement que c'est un investissement. C'est vraiment un investissement parce que c'est le point sur lequel je voulais rebondir juste pour conclure cet épisode. Et c'est Nadia qui l'expliquait vraiment très très bien, à savoir que de prime abord comme ça, on peut se dire que c'est une difficulté supplémentaire et sur certains aspects, c'en est une. Mais c'est aussi une sacrée opportunité. Bien sûr. C'est une opportunité parce que se retrouver j'allais dire obligé de reprendre pour le second, en tout cas, de reprendre des études et de travailler aux côtés, c'est aussi c'est faciliter son intégration plus tard parce que c'est plus de communauté, plus de contacts, plus d'entre-gens à l'école, au travail, plus d'implication. Il n'y a pas le temps au doute, on y va, on est tout de suite à fond. Et après, quel que soit le diplôme, et même si c'est un diplôme plaisir, au bout des 8-9 mois dont tu parlais, celui qui a ce diplôme, mais quel sésame derrière pour retrouver n'importe quel autre emploi, est employable et être véritablement lancé et intégré. Oui, peut-être que le début, il va falloir serrer un petit peu plus les dents, mais ça sera pas forcément plus désagréable. Non, c'est ça. Ça se calcule, ça se chiffre et moi, comme toi, tu sais comment on fonctionne. C'est ça. C'est prendre les choses comme des investissements et pas comme des dépenses, comme beaucoup de Français prennent. C'est-à-dire qu'ils calculent en se disant ça va nous coûter tant. Mais non, t'es en train de faire un projet de vie, un rêve. Ça va pas te coûter. Ça demande à un moment donné un investissement de temps, de toi-même, puis un investissement d'argent. C'est pas une dépense, c'est un investissement parce que si t'as réussi par ce biais-là à intégrer le Québec, à demander ta résidence permanente et puis à réussir ton projet de vie qui était avoir une meilleure qualité de vie pour toi, tes enfants, un meilleur avenir, ça veut dire que tu as encore mieux investi que si tu avais investi dans une maison en France. C'est tout. Donc, c'est juste une manière de voir les choses. Voilà, vous avez le livret A et vous avez aussi le livret Québec. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Jean-Michel. À bientôt, ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!